Alors, merci de cette invitation tout d'abord. Je dirais que je préfère l'expression effectivement extrémisme que radicalisme ou radicalisation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, je pense que vous avez remarqué, ça serait difficile de ne pas remarquer. Depuis un an, même un peu plus d'un an, on ne parle plus que de radicalisation, déradicalisation, radicalisme, radicalité, on va déradicaliser, sans savoir très bien ce que ça signifie. Un peu, là on est en plein dans ce que les anthropologues appellent la fonction magique du langage. On a le sentiment qu'on saisit un phénomène sous prétexte qu'on a trouvé un joli mot qu'on appelle radicalisation, déradicalisation, alors que finalement oui c'est un joli mot, c'est pas un mot horrible du tout. Radicalité, même d'ailleurs il y avait le parti radical qui s'estimait tout à fait digne et on ne cherche pas à déradicaliser les gens du parti radical, d'ailleurs qui sont les grands ennemis de la radicalisation actuelle, les gens du parti radical, les radicaux de gauche et de droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire radical? Radical ça veut dire racine, ça vient de racine, c'est-à-dire des gens qui veulent revenir à la racine. Bon, jusque-là, vouloir revenir à la racine, on peut vouloir revenir à la racine, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à la racine, et qui ne sont pas du tout extrémistes, qui ne sont pas violents du tout, parce qu'ils se sentent bien dans leur racine, finalement, bon, ça se passe pas si mal. Alors c'est pour ça que je préfère cette notion d'extrémisme, cette idée de pousser vers les extrêmes, parce qu'à la limite, la radicalité, ça serait même le contraire de l'extrémisme, puisqu'on est au milieu, on est dans ses racines, donc on n'est pas extrême. Donc, alors que je crois que le problème actuel, auquel on fait référence, c'est beaucoup moins une question de radicalisation qu'une question, on pourrait dire, d'extrémisation violente d'un certain type de comportement. Voilà, d'abord pour la définition. Puis la deuxième chose, c'est sur la question de l'identité. Avant d'envisager l'identité bafouée. Si je veux évoquer une seconde la question de l'identité, c'est parce que je ne supporte plus d'entendre des questions, qui sont parfois des questions de journalistes, mais pas tout le temps, sur... parlant bien sûr, l'autre mot qui est devenu le mot valise, djihadisme, en disant est-ce que le djihadisme est un phénomène religieux ou un phénomène social? C'est un phénomène religieux ou un phénomène social? Ah mais non, mais Raphaël Liogier, c'est vraiment un non, c'est un vendu quelque part, parce qu'il essaye de faire passer un phénomène religieux pour un phénomène social. Donc il essaye de, ah oui, mais bien sûr, il essaye de dédouaner l'islam. Moi, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, et je ne suis pas sûr que les gens qui posent cette question comprennent même ce qu'ils veulent dire. Parce que, pour moi, un phénomène religieux, c'est un phénomène social. C'est-à-dire que, en tant que sociologue, je ne peux pas le dissocier. Ensuite, en tant que croyant, évidemment, je le dissocie. C'est le pari pascalien de la croyance, de la foi, de la soumission au sens noble du terme, à une puissance qui m'est supérieure, ce qui ne veut pas dire que je me soumets, du coup, à des représentants, ça ne veut pas dire que je me soumets politiquement, ça veut dire que je me soumets à une puissance que j'estime être supérieure, comme personne ne la représente, comme personne ne peut la représenter complètement, je peux m'estimer entièrement libre dans une certaine mesure. Enfin, il y a une multitude d'interprétations possibles. Mais en tout cas, la question de l'identité, c'est une question extrêmement profonde qu'il ne faut pas balayer comme ça. C'est-à-dire que l'être humain, j'ai l'habitude de dire dans mes cours que chez l'être humain, il y a 3 strates. Il y a une première strate, qui sont 3 strates de désir. La première strate, c'est le désir de survie. Manière de s'habiller d'une certaine manière. Parfois, de s'habiller de façon extrême. Ou parfois de façon moins extrême. Pourquoi? Parce qu'on désire être, et pour être, on a besoin de dire ce qu'on est. Parce qu'en gros, le désir d'être, c'est quoi? C'est la narration. La narration, c'est quoi? C'est la continuité. Je reprends toujours, tout de suite, par rapport aux petits-enfants. Ils disent quoi? Vous leur posez la question, vous leur racontez une histoire, et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe avant? Et qu'est-ce qui se passe avant? Et qu'est-ce qu'il y a après? Et c'est pour ça que l'être humain, dans son désir d'être, il raconte une histoire à travers même la manière de s'habiller, sa manière d'être. Il raconte une histoire, même celui qui se prétend complètement athée, il raconte l'histoire de celui qui veut être journaliste athée. Donc il s'habille comme ça, il se donne un style, il se met en scène. C'est ça l'être narratif, il ne peut pas s'en empêcher, c'est ça l'être humain, il se met en scène en permanence. Et dans cette mise en scène, il y a cette notion de continuité. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est pour ça que toutes les religions qui sont en fait, moi si je donnais une définition plus précise des religions, je dirais une religion, c'est une entreprise spécialisée dans la production au sens théâtral du terme, comme il y a une production cinématographique, mais en même temps au sens de la production comme une entreprise qui produit, dans la production de sols mythiques, de mythographie, de mythologie, qui permettent aux individus d'exprimer leur désir d'être, de raconter ce qu'ils ont à raconter vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis d'autrui. Alors évidemment, face aux 2 absurdités que représente, comme dit Heidegger, le fait d'être jeté dans le monde au hasard et d'être retiré du monde au hasard, la vie et la mort, eh bien au milieu de tout ça, il faut arriver à se raconter de façon
assez cohérente. Et qu'est-ce que font les religions? Ben, les religions, d'ailleurs, elles sont toutes fondées, à la base, sur une histoire de l'avant-histoire, la cosmogonie, le monde biblique, la Genèse, etc., et une histoire de la préhistoire, l'eschatologie, qu'est-ce qu'il y a après? Que ce soit collectif ou individuel. Point. Après, on peut dire ce qu'on veut. On peut faire tous les paris qu'on veut. Est-ce que c'est plausible, pas plausible par rapport à la science, etc. Moi, je prétends que la caractéristique du religieux, c'est pas du tout ce qui est pas plausible par rapport à la science, c'est au contraire ce qui cherche à être plausible tout en se racontant. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une évolution des narrations religieuses en fonction de l'évolution aussi de ce qu'on croit savoir à un moment donné, c'est-à-dire ce qu'on appelle la science. On voit bien qu'on a cette évolution-là au sein même de l'islam. Les livres qui sont les plus grands best-sellers dans le monde musulman sont des livres qui vous expliquent que Mahomet, quelque part, c'était déjà un physicien. Et qu'il avait déjà tout compris. Vous avez la même chose avec le Bouddha. Vous avez la même chose, c'est anormalement normal. Si vous voulez, nos frères musulmans, je pourrais dire, sont anormalement normaux de ce point de vue-là. Et sur un grand nombre de points de vue. Donc ça veut dire que, quand on me dit, est-ce que c'est un phénomène religieux ou est-ce que c'est un phénomène social? Je dis, cher monsieur, comment est-ce que vous distinguez les deux? C'est un phénomène religieux, un phénomène social. Les individus se racontent. Donc l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est qu'on a besoin, comme on est une sorte de cette espèce de grain de sable qui est littéralement livré aux aléas d'une sorte de chaos qu'on ne saurait interpréter, qu'on appelle rapidement la vie, hein, eh bien, on a besoin de se donner le sentiment qu'on est identique à ce qu'on a été d'un jour sur l'autre, et la manière qu'on a d'être identique à ce qu'on a été d'un jour sur l'autre, c'est de s'habiller de la même manière, ou de se ressembler en quelque sorte, et puis aussi d'être vu par les autres, comme étant un être moral, ce que Paul Ricoeur appelle le tu. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. C'est pas le moi, c'est pas le jeu, c'est le tu. Tu devrais faire ceci. Aujourd'hui, tu vas t'exprimer à l'UOIF, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Aujourd'hui, il va probablement y avoir des journalistes qui vont t'appeler en disant mais pourquoi tu t'exprimes à l'UOIF? C'est pas normal quand même de s'exprimer à l'UOIF quand on n'est pas musulman, ou quand on n'est pas ceci ou cela, etc. Je leur dirais mais pourquoi? Les musulmans sont des gens comme les autres, anormalement normaux, qui cherchent à raconter leur vie, comme vous, journalistes qui m'interrogez, cherchez à raconter votre vie, que vous le vouliez ou non, que vous prétendez être religieux ou non, et si ça se trouve, votre manière de prétendre que vous n'êtes pas religieux, c'est votre manière très spécifique de raconter votre vie religieusement. En réalité. Donc, est-ce que c'est un phénomène religieux ou un phénomène social? Ben oui, le religieux, c'est le cœur du social, c'est le cœur du... Évidemment, c'est relié à l'identité. Parce que ce qu'il y a de pire pour un individu, c'est justement d'être bafoué dans son identité. On a à la base c'est quoi? C'est l'insulte. C'est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique. C'est-à-dire un individu, il raconte sa vie. Moi là, je raconte ma vie, évidemment. Je me mets en scène. Je suis supposé être celui, entre guillemets, qui a une certaine compétence. C'est pour ça que je suis sur l'estrade, en théorie. Donc j'ai ce qu'on appelle un statut. C'est ce que les sociétés construisent, des statuts sociaux, pour donner une certaine supériorité, une certaine assise à des individus qui en réalité sont comme les autres, comme tous les humains, mais donc il faut leur donner un statut, donc ça me donne une certaine légitimité, donc je raconte cette légitimité dans ma manière de parler, dans une sorte d'aisance, un travail qui a été le mien, enfin mon statut de prof, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné il peut y avoir quelqu'un dans la salle. C'est-à-dire je raconte ça dans ma manière même de me comporter, je le raconte, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça, c'est une seconde nature. Un policier il raconte qu'il est policier, quand il s'habille. Et à un moment donné, il y a un individu qui me fait comprendre que je ne suis pas ça. Qui me dit, mais tu n'es pas compétent. Et il peut aller jusqu'à l'insulte. L'insulte, c'est quoi? L'insulte, c'est une rupture dans la trame narrative. C'est-à-dire dans ce que j'essaie de raconter de moi lorsque je me présente d'une certaine manière. Je me présente d'une certaine manière, et en face, il y a quelqu'un qui ne me reconnaît pas. Il me dit, alors, excusez-moi, je vais être vulgaire. Bruno Etienne disait, jamais vulgaire, mais obscène, ou ordurier. Je dis, hop, vulgaire, je ne suis pas comme tout le monde, hein. Je le suis encore plus que les autres, donc c'est pas vulgaire. Ce que disait Bruno Etienne. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de Bruno Etienne. Voilà. Et donc, je me fais insulter. Il me dit, mais t'es con, t'es nul, t'es qu'une merde, tu es rien du tout. C'est extrêmement bizarre. C'est-à-dire, je suis en train de raconter que je suis un type compétent, de la manière même de me comporter, et immédiatement, je prends ça. Rupture narrative. La rupture narrative, c'est pire que l'argumentation où on vous contredit, etc. Parce que ça se situe au niveau mythique, c'est-à-dire au niveau de ce que vous voulez raconter de vous. C'est pire que tout. Quelqu'un qui vous brûle la priorité à un feu rouge, vous qui êtes quelqu'un d'ultra rationnel, etc., d'un seul coup, vous êtes le type qui devait arrêter le feu rouge, qui a été moral, qui a été ce tu te comportais comme ça, tu as fait ça, et bing, on vous brise. Ça, c'est ce qui provoque la base, ce qu'on appelle la vexation,
Quand ça ne dure pas beaucoup, parce qu'on n'est pas très complexé, et qu'à côté de ça, on a un fort capital de reconnaissance personnelle et d'autrui, parce qu'on fait partie de la majorité, parce qu'on est riche, parce qu'on est regardé de façon positive, ça fait une petite vexation. Mais c'est tout. Par contre, lorsque d'emblée on a un passif, c'est-à-dire quand on a le sentiment d'être regardé d'une manière différente, qu'on a le sentiment, on est une minorité visible, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on est vu de manière un peu différente, à ce moment-là on vous insulte, et immédiatement, oui effectivement, il va y avoir toute la charge de ce que vous avez préalablement, et cette vexation, elle va se transformer en quoi? Humiliation. Je me sens humilié. Alors évidemment, hein, tout le monde n'est pas un grand mystique, tout le monde n'est pas un Bouddha incarné, et donc la plupart des gens, tout religieux qu'ils sont, en réalité, ils sont dans un rapport à leur religion qui est un rapport extrêmement à la frange de se sentir humilié, à la frange de se sentir mal dans leur peau parce qu'on va les regarder d'une certaine manière. Et le pire, c'est quand ils essayent de se comporter d'une certaine manière à tort et à raison. Par exemple, je pense à des jeunes filles on avait été quasiment le premier laboratoire à essayer de comprendre quel était ce phénomène, des jeunes filles qui portent le voile intégral. Même quelquefois, intégral de chez intégral. Même pas le petit truc du niqab. Et on s'était dit, tiens, pourquoi est-ce qu'elles font ça? Comment elles le font? De quelle manière? Etc. Et on a vu qu'il y avait une narration comme tout le temps. Donc on va dire, c'est un phénomène religieux, un phénomène social. C'est un phénomène socio-religieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles racontent quelque chose. Nous, on a essayé de comprendre ce que c'était. Et on s'est rendu compte que ce qu'elles racontaient, elle racontait une histoire qui n'était plus du tout en phase avec l'histoire de ce qu'on appelle l'islamisme. C'est-à-dire les versions politisées d'une certaine évolution de ce qu'on appelait le néo-fondamentalisme islamique. Si on l'appelle néo-fondamentalisme, comme vous le savez, c'est pour dire que dans toutes les religions, il y a du fondamentalisme, il y a des gens qui veulent revenir au fondement, qui peuvent être plus ou moins rigoureux. Mais par contre, dans l'islam, il y a un néo-fondamentalisme parce qu'il y a un rapport particulier qui a été évoqué indirectement vis-à-vis de l'Occident. Et ce rapport particulier à l'Occident, qui est devenu quasi obsessionnel de l'Occident comme étant considéré comme le mal, depuis le XVIIIe et aussi depuis surtout le XIXe siècle, la colonisation, parce que les pays dits musulmans sont les premiers à avoir subi le rouleau compresseur de l'occidentalisation du monde, donc il y a une sorte de réaction, c'est pour ça qu'on appelle le néo-fondamentalisme, parce qu'il est obsessionnellement rivé sur l'Occident, et c'est comme ça que c'est construit ensuite, se sont construites des doctrines politiques qu'on pourrait appeler néo-marxisme à base d'islam. C'est là-dessus que s'est construit petit à petit l'idée aussi, islam, religion, des damnés de la terre, etc. Toute une série de choses, colonisation, anticolonisation, et toutes ces choses-là. Je passe ultra vite, je l'ai expliqué dans mes ouvrages. Et d'un seul coup, on a ces jeunes filles qui se mettent à porter le voile intégral, et alors elles sont complètement dépolitisées. Exactement le contraire de la représentation commune. On dit, oula, ça y est, c'est l'islamisation, c'est l'horreur, on sent bien... Excusez-moi. On sent bien que ça y est, ils ont même dépassé Poitiers, c'est de la folie, c'est devenu absolument monstrueux. Alors que nous, on observe exactement le phénomène inverse. On se dit, c'est marrant. Peut-être pour la première fois depuis des dizaines d'années, on observe chez des jeunes qui sont, on pourrait dire, dans un rapport extrême dans la manière de s'habiller, voire excentrique à un certain niveau, du point de vue social, du point de vue de la norme, et qui en réalité se comportent pareil comme des gens, moi que j'enquête par ailleurs, qui sont des New Age extrémistes. Mais bien sûr avec la structure rhétorique islamique, le rapport à Dieu, etc. Mais sinon, un rapport de distinction, et donc pas du tout prosélyte par exemple. Parce que si tout le monde le faisait, évidemment ça deviendrait moins désirable, puisqu'il s'agit de se distinguer. Aux yeux de Dieu, dans leur discours, mais aussi aux yeux de leurs coreligionnaires, de leurs frères et sœurs. Et donc si vous voulez, on a un phénomène complètement nouveau, avec une accroche qui est essentiellement liée aux mœurs, avec une accroche qui va être liée aussi au comportement sexuel, avec une interprétation extrêmement rigoriste, avec des gens aussi chez les garçons qui vont vouloir s'habiller comme des bédouins du 6e voire du 7e siècle, et donc qui vont s'habiller d'une certaine manière, et alors on va dire, c'est un phénomène social ou un phénomène religieux? C'est un phénomène, oui, socio-religieux, c'est-à-dire que ces gens sont dans une interprétation qui donne corps à leur existence, et comment donner corps à son existence? C'est quand on se regarde dans la glace, on se dit, ah oui, c'est bien moi, et donc quand il se regarde dans la glace, ah oui, c'est bien moi, je ressemble vraiment à un compagnon du prophète. Banal, banal, banal! On ne peut pas faire plus banal que ça. C'est-à-dire, je veux dire, c'est malheureux pour ceux qui sont dans cette logique de distinction de leur dire que c'est banal, mais c'est banal dans le sens où c'est comme ça que l'humain se raconte. Alors évidemment, on va avoir Elisabeth Badinter qui va vous dire,
Mais comment est-ce qu'on peut désirer porter quelque chose pareil? C'est difficile et ça fait mal. C'est quoi l'ascétisme chrétien? Comment est-ce qu'on peut désirer, comment est-ce qu'on peut désirer aller mettre un petit drapeau ridicule au sommet de l'Himalaya, alors que ça n'apporte absolument rien à la science, ça n'apporte rien à l'humanité du point de vue objectif, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement mauvais pour l'organisme, il faut même mettre un masque avec des choses très compliquées. Comment peut-on désirer une chose pareille? Il faudrait l'interdire. C'est beaucoup plus dangereux que le voile intégral, d'aller au sommet de l'Himalaya. Il faudrait interdire le sport ça ne sert à rien, ça abîme l'organisme. Mais les humains adorent ça. Les humains font des choses qui sont difficiles parce qu'elles sont difficiles. C'est ça le niveau du désir d'être, c'est ce que j'appelle aussi le luxe subjectif. Je vais vous donner un exemple de luxe subjectif par rapport à la nourriture, pour revenir à ce que je disais au début. Je vous disais, c'est j'y vais à pied, dans le désir de survivre. Désir de vivre, j'y vais en voiture. Désir d'être, j'y vais mais pas avec n'importe quelle voiture. Parce que c'est pas seulement religieux stricto sensu, hein, le désir d'être. J'y vais avec une Lamborghini. Ça sert à quoi d'aller avec une Lamborghini, la limitation de vitesse? Imaginons, je suis en plus dans un pays du tiers-monde où les routes sont pas assez bien pour que j'arrive à rouler avec mon Lamborghini qui est trop basse. En plus, je me fais mal parce que je suis trop grand. Quand je rentre à l'intérieur de la Lamborghini, il n'y a aucun intérêt. Ça me fait même plus mal. Mais quelque part, je me raconte avec un Lamborghini. Je ne peux pas m'en empêcher. Il y a des gens qui se racontent avec des 2 chevaux, hein, qui font aussi ceux qui sont encore plus cool. Et donc, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Les gens font des choses qui sont difficiles parce qu'elles sont difficiles. C'est le propre de l'espèce humaine. Dans le christianisme, c'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Hein. Les gens se tapent dessus, c'est incroyable. Hein. Bon, eh bien, voilà, c'est-à-dire que la contrainte libère. Même Emmanuel Kant l'avait dit. Eux qui sont si laïcs, qui relisent Emmanuel Kant, hein, la philosophie du XVIIIe siècle, il vous explique que la seule manière d'être libre, c'est de s'imposer un maximum de contraintes. Parce que si, oui, c'est-à-dire que, mais une fois qu'on s'est imposé ces contraintes, comme on se les impose, on se sent soi-même en train de se les imposer, et donc c'est comme si on touchait quelque part sa propre liberté dans la contrainte qu'on s'est imposée. Et donc plus elle est difficile, plus on a le sentiment, si vous voulez, quelque part, de s'imposer une certaine liberté. Donc ça fait partie de l'espèce humaine. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comportement extrême. Eh oui, nous on a remarqué quelque chose de simple par rapport à ça. C'est que d'un côté, on avait, mais je l'ai déjà répété 100 fois de toute façon, mais bon, 101, après tout, un phénomène de un néo-fondamentalisme, c'est-à-dire pas le néo-fondamentalisme islamiste, qui était, je veux dire, qui ressemblait un peu à la manière qu'on a de qualifier les Amish, c'est-à-dire des gens qui veulent être quelque part hors du monde. Alors peut-être que, je sais pas, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie, la citoyenneté, enfin toutes ces notions. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que ces gens-là, ils sont complètement à distance de ce qu'on appelle aujourd'hui, improprement mais rapidement, le djihadisme ou le terrorisme islamique. Ils sont à distance de ça. Pour toute une série de raisons que je ne vais pas développer outre mesure. D'abord, ils s'habillent même pas pareil d'ailleurs. Si on regardait nous, dans le détail sociologique, parce que ça sert à quoi la sociologie? C'est pas, quand on explique, c'est pas pour excuser, c'est juste pour expliquer. C'est juste pour expliquer. Soyons clairs là-dessus. Et donc, si vous avez un groupe de gens au fin fond de la Namibie, ou je ne sais où, qui se sentent mal dans leur situation, ce groupe de gens, ils vont entrer dans la franchise de Daesh, dans l'esthétique Daesh, dans une sorte de... dans le style en quelque sorte. Ils vont être reconnus par Daesh qui en profitera parce que ça donnera le sentiment de se multiplier. Et en même temps, ils auront une publicité assurée sur toutes les meilleures chaînes planétaires de leur cause et de leur frustration. Si évidemment vous avez un gouvernement qui joue là-dessus, comme le gouvernement français aujourd'hui, c'est-à-dire qui nourrit ce que cherche à faire Daesh, c'est-à-dire de mettre en scène cette idée de guerre de civilisation, de guerre des identités pour créer plus de frustration, et qui vise les musulmans, donc qui crée plus de frustration, évidemment, on voit bien qu'on élargit le marché potentiel. Simplement, dans une logique de marché de la frustration. Donc après ça, les musulmans, ils peuvent bien se reprendre en main, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, toute la journée. Ils peuvent bien se réunir ici et ailleurs en disant « on condamne les attentats, on est vraiment gentils, on fait le truc, on n'est pas ce que vous croyez, nous on fait la prière et le truc, le ramadan ça signifie pas ce que vous croyez, etc. » Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Comme à côté de ça, tout votre travail éventuel pour essayer de dire que vous n'êtes pas ce qu'on représente que vous êtes, il est d'emblée sapé par la mise en scène publique. On le voit bien depuis un an qu'on n'y arrive pas.
qu'on a beau essayer de faire ce qu'on veut, qu'on a beau essayer, il suffit, moi, que j'arrive, que je dise, que j'aille à une réunion de l'UOIF pour être considéré comme un traître à l'union nationale, l'union sacrée de la République et de je ne sais quoi. C'est quand même fantastique, alors que ce que je dis, vous reconnaîtrez que c'est quand même pas un appel au meurtre, c'est même exactement le contraire. Donc voilà. Bien, merci.